Bienvenue dans Échange, votre émission qui s'intéresse au développement socio-économique de l'Afrique. Aucun continent n'est aussi jeune que l'Afrique et pourtant les jeunes du continent ont rarement leur place en politique. Le président camerounais Paul Biya a 85 ans, son homologue guinéen Alpha Condé 80. Et à 75 ans, le nouveau chef de l'État zimbabwéen Emerson Mnangagwa s'inscrit lui aussi dans la lignée des vieux dirigeants. La jeunesse face au défi de la gouvernance inclusive, c'est le thème de votre émission Échange aujourd'hui. Et pour en parler, je reçois Médissa Sama. Elle est coordinatrice du PIPA, Programme for Young Politicians in Africa, un programme pour les jeunes politiciens en Afrique. Également sur ce plateau, Kader Hachi Acha. Il est le vice-président du PIPA. Bienvenue à vous tous. Merci. Dans les pays africains en général, le fossé entre l'âge des dirigeants et l'âge moyen de la population est important. Pourquoi? Pour moi, c'est très simple. Quand on prend les pays sous-développés par rapport aux pays développés, on se rend compte que nous, la jeunesse, dès le départ, nous ne nous investissons pas. Donc, nous ne nous intéressons pas, disons, aux affaires de l'État. Ce qui fait que lorsqu'on arrive à une échelle donnée où on a envie, eh bien, il nous manque un certain nombre de choses à acquérir et donc ça devient difficile parce qu'on a déjà laissé nos aînés qui se sont habitués à gérer à notre place et donc il faut maintenant qu'on aille récupérer nos places. Voilà. Vous partagez le même avis que Mme Sama? Oui, je pense qu'elle a dit l'essentiel, mais moi j'ajouterais que la base c'est l'éducation en fait. L'éducation est le fondement de toute entreprise humaine. Depuis, vous allez remarquer que dans les pays anglophones, les pays francophones, il y a ce déphasage. Déjà à l'école, on nourrit l'ambition. On donne l'opportunité aux apprenants de pouvoir rêver, en fait. Parce que partout, ça bouge. Il n'y a que des leaders partout. Il n'y a pas de chefs, mais il y a des leaders. Donc ça donne envie aux uns aux autres de vouloir faire comme le monsieur d'à côté qui est devenu PDG à 17 ans. C'est un truc comme ça. Voilà, donc ici, nous, on a pu... je ne dis pas que c'est une très mauvaise chose en soi, mais nous, on a appris à étudier et à espérer être embauché, soit dans une entreprise, soit dans la fonction publique. Donc, déjà dans cette structure, le rêve est limité, quoi. Parce que vous êtes dans une structure où quelqu'un décide de votre salaire, c'est lui qui décide de vos congés, donc vous êtes toujours sur le stress, vous n'avez pas le... Or, pour s'engager politiquement, il faut avoir une certaine latitude. Donc c'est l'engagement qui explique le décalage entre les francophones et les anglophones, parce que vous en avez parlé tout à l'heure. Oui, pas forcément. L'engagement, moi j'insiste sur l'aspect éducationnel. C'est ça qui différencie nos deux pays, les pays francophones, les pays anglophones. C'est l'éducation. Maintenant, quand on parle de l'engagement vient de la conscientisation, du tram qui est tracé pour la jeunesse, au fait. Il faut donner la chance aux jeunes de s'exprimer. Et quand ils savent qu'ils ont cette latitude de pouvoir s'exprimer, ils s'engagent, au fait. Donc l'engagement vient aussi d'une certaine culture éducationnelle, en fait. Madame, est-ce qu'il y a une réelle volonté de transférer plus de responsabilités à la jeunesse africaine? Je ne suis pas pessimiste de nature. Je pense qu'il y a une petite volonté, mais vu l'historique de notre continent, on ne va pas revenir sur la colonisation, on ne va pas revenir sur l'esclavage. Alors, il n'y a que 60 ans qu'on a eu notre indépendance où on a commencé par réfléchir à comment nous organiser, décider par nous-mêmes. Et je pense que mon cher frère l'a dit, il y a une question d'éducation aussi qui a quand même, disons, quelque chose qui peut s'expliquer. Mais j'ajouterais aussi qu'il y a la culture. Vous savez, dans notre éducation, que ce soit au Togo ou dans d'autres pays, quand les grands parlent, les enfants, nous les jeunes, on nous considère comme des enfants, on doit se taire. Donc déjà, c'est une culture, voyez-vous, et c'est extrêmement difficile de changer une culture qui est là depuis voire des millénaires. Donc aujourd'hui, que la tendance quand même commence par prendre la mayonnaise, où on sent que non. En fait, non seulement on est sur un continent en majorité jeune, mais que ces jeunes-là sont capables. Alors, d'un côté, on a envie
de passer la main, mais de l'autre, c'est pas aussi facile, vous savez. Pourquoi c'est pas aussi facile de passer la main? Mais c'est simple. La chose publique n'appartient pas juste au gouvernement. Oui, justement, mais vous savez, disons-nous la vérité, le pouvoir, quiconque a le pouvoir a toujours tendance à le maintenir et parfois même en abuser. Je veux dire, quand vous allez dans un couple où le monsieur, comme on le dit toujours, le chef de la famille. est le chef de la famille, est-ce que vous pensez que dans notre culture africaine, toi en tant que femme, tu vas te lever comme ça et dire je suis moi aussi chef? Non, les choses changent. Oui, ça change. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, c'est que les deux commencent par partager la même vision. Donc monsieur reconnaît que oui, madame aussi a son mot à dire. Madame a prouvé que oui, je suis capable de prendre des décisions qui sont bonnes pour nous. Donc pour revenir sur le sujet, c'est de dire oui, d'un côté, il y a une volonté, qu'elle soit, disons, naturelle ou forcée. Ce qui est sûr, il y a une volonté. Mais je pense que cette volonté ne suffit pas. Il faut que nous, les jeunes, nous soyons beaucoup plus organisés, que nous prouvions de par ce que nous faisons, que oui, nous sommes capables et qu'on puisse mériter justement ces positions-là de Monsieur Ati, est-ce qu'il faut vraiment mériter? Oui, nous sommes dans une ère où il faut mériter sa place. Surtout en politique, il n'y a pas de cadeau. C'est le travail qui permet de se hisser à la place que l'on souhaiterait être. Moi, je reviens toujours sur l'aspect éducationnel parce que c'est vrai, les jeunes se disent que mais pourquoi c'est difficile de votre question quand vous dites ils ne sont pas formés. C'est la formation. Il faut qu'on les entraîne à la gestion de la cité. Il faut apprendre les mécanismes de gestion de la cité. Qui peut former cette jeunesse? Voilà, qui doit former cette jeunesse? Cela revient, je pense que cela revient d'abord à l'autorité compétente, en fait, les dirigeants. S'ils ont cette volonté, vous savez, les mécanismes sont créés pour passer la main, mais il faut créer aussi les bandes qui permettent d'entraîner les jeunes à ce qu'une fois la main passée, qu'ils puissent, n'est-ce pas, prendre véritablement les commandes. C'est pourquoi moi, je salue le programme PIPA, qui permet aux jeunes aujourd'hui, le programme For Young Politicians in Africa, qui nous permet de commencer par apprendre, d'avoir des notions sur la bonne gouvernance. Le programme PIPA, on va y revenir au cours de cette émission. Voilà. Mais j'ai une autre question. Voilà. Les jeunes Africains ont souvent permis à certains hommes politiques de mauvaise foi de conquérir le pouvoir. Comment se fait-il que ces derniers parviennent à se servir de la jeunesse? Mais c'est ça. Et la politique utilise toujours le pauvre. Quand vous n'êtes pas formé, vous n'êtes pas qualifié, vous n'avez pas d'emploi, vous êtes facilement manipulable. Donc, ces politiciens véreux utilisent la jeunesse parce qu'ils savent que la jeunesse est dépourvue de moyens, elle est pauvre. Donc, on les mobilise, on les gave d'un programme démagogique. Et quand vous allez à un meeting, vous imaginez, vous voyez un meeting, à la sortie d'un meeting, vous avez 5 000 dans la poche. Mais tout ça vous motiverait. Est-ce que c'est partout en Afrique qu'on distribue des sous aux militants, aux jeunes, lors des meetings, lors des rassemblements politiques? Oui, vous savez, le domaine politique, c'est un domaine assez complexe à expliquer. Parce que d'un côté, vous allez entendre pour votre déplacement, parce qu'il y a des gens qui sont assez éloignés, il faut leur permettre quand même de pouvoir rentrer chez eux. Alors donc, vu sous cet angle-là, ce n'est pas une distribution, disons, pour les appâter. Mais c'est de la corruption. Oui, c'est ce que je dis. Après, ça dépend de quelle connotation on donne à la chose. Voyez-vous, si on vous invite en tant que militant et que vous êtes peut-être à Déticopé, que vous devez venir à Lomé et que vous n'avez pas les moyens d'y arriver, au moins si vous savez qu'il y a une telle chose, oui, ça peut peut-être expliquer. Il a parlé de la pauvreté, par exemple. Donc, les leaders peuvent réaliser que non, nous militants n'ont pas tous les moyens de déplacement pour venir. Donc, il faut mettre quelque chose à leur disposition. Mais ce qui n'explique pas le fait que certains, pertinemment, utilisent justement cet argent pour appâter les jeunes. Ça, par contre, nous sommes contre. Mais comme je dis, en politique, tout est permis ou rien n'est assez clair. Donc, c'est celui-là qui le fait, qui connaît exactement quelles sont ses intentions. Et pour revenir à ce qu'il a dit, je pense que, vous savez, les leaders aujourd'hui... si on parle de pourquoi ils utilisent, ou on a l'impression, comme c'est un leader véreux, utilise la jeunesse, au-delà de ce qu'il a dit, je vais dire aussi qu'il y a une différence de conception des choses. Voyez-vous, en Europe, lorsque un jeune veut s'engager en politique, pour lui, ce n'est pas un métier.
Mais en Afrique, on en fait un métier. Pourquoi? Ah ben justement, parce qu'il n'y en a pas assez ou... c'est ça qui est étrange parce qu'on se dit, eh ben moi je suis de tel parti parce que je veux devenir ministre, je veux devenir ici, ou voilà, on va pouvoir me positionner ici. Mais concrètement, il n'y a pas la mentalité que je dois soit être un opérateur économique, soit être un fonctionnaire, soit en tout cas je dois faire un travail. Et la politique, c'est juste mon engagement, ma part de participation au développement du pays. Donc si on arrive en tant que jeune à passer le message, à pouvoir faire comprendre à nos pères que c'est voilà ce que la politique, l'engagement politique, c'est je veux changer quelque chose, je veux participer, je veux apprendre, mais ce n'est pas un métier. Donc à ce moment-là, lorsque on va te dire de faire un certain nombre de choses, tu vas te dire est-ce que ça répond à mes objectifs, sinon tu ne le feras pas. Est-ce que vous êtes du même avis que madame, de ne pas choisir la politique comme un métier? Oui, je suis d'accord. Tout en voyant les avantages que les politiciens ont. Oui, ben, écoutez, la politique, c'est vrai, la politique, certainement, on ne vient pas en politique pour s'enrichir. On vient pour mettre au service du pays ses connaissances et son programme. Mais la politique, certes, elle vous donne les moyens pour vivre, pour mieux vivre. Mais cela ne veut pas dire que venir s'enrichir en politique, c'est être un voleur. Hein. Comme disait, entre guillemets, un chef d'État, Laurent Gbagbo, que j'aime beaucoup, il dit, quand vous voulez faire politique, vous voulez être riche, ne venez pas faire la politique. C'est pour dire que quoi? C'est pour dire que il faut être légaliste et penser vraiment au développement de son pays. Parce que quand on pense à soi, on est susceptible de détourner les deniers publics, en fait. On est sensible à ces détournements, en fait. On est plus un détourneur de fonds. On n'est plus en ce moment... On prépare même le détournement, on prépare oui, on prépare le détournement. C'est pourquoi je dirais que la politique doit, nous, la jeunesse, nous devons avoir une autre manière de faire la politique. Ce n'est pas un métier à part entière. Donc, à côté, il faut juste avoir sa propre entreprise ou entreprendre quelque chose, en fait. Là, on n'est plus vulnérable, on n'est plus manipulable, du moment où on se suffit. Mais le problème aussi revient toujours à l'éducation. Notre éducation n'est pas entrepreneuriale, elle n'est pas adaptée, elle ne nous donne pas les prérequis pour pouvoir nous asseoir. Mais c'est vrai, il y a des programmes qui sont élaborés maintenant pour permettre aux jeunes de se former en entrepreneuriat, mais la base était faussée. Donc, c'est ça aussi le problème. Madame, est-ce que ça veut dire que l'environnement n'est pas propice vraiment à l'entrepreneuriat des jeunes? Il a dit, c'est maintenant qu'on commence par prendre des bases, mais après, le début a été un peu faussé. On était un peu plus concentré à nous prendre en main, à nous organiser, et du coup, on a fait du copier-coller par rapport à notre éducation. Les curricula, aujourd'hui, tout le monde le sait, sont caducs. Donc, moi, je trouve qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses, et c'est notre devoir, hein, au-delà de la volonté, il faut que ce soit un devoir pour nous les jeunes qui faisons l'expérience justement de cette éducation-là, de nous battre pour qu'ils puissent avoir une correction. Que ceux-là, nos petits frères qui viennent, ou même nos enfants, qui puissent bénéficier justement d'une intelligence financière, de l'entrepreneuriat. Donc cet environnement actuellement, il n'est pas à 100% propice. D'ailleurs, en Chine, il ne l'avait pas été à un moment donné. Donc, je dis toujours, tout dépend de quel côté on se pose et de ce qu'on veut faire. Donc, soit nous réalisons ce qui se passe et on se dit, OK, on fait comment? Voilà la situation. Les jeunes ne sont pas ils n'ont pas un cadre assez idéal pour pouvoir s'en sortir. Maintenant, comment aider les pouvoirs publics à créer ce cadre-là? Parce qu'ailleurs, c'est pas seulement le pouvoir qui le fait, c'est pas l'État, mais c'est tout le monde en fait. Chacun peut apporter quelque chose. De façon inclusive. De façon inclusive. Voilà. Dans la partie nord du continent africain, le vent de renouveau s'est manifesté par le printemps arabe qui a entraîné la chute de plusieurs dictateurs, notamment le Tunisien Ben Ali, l'Égyptien Hosni Moubarak, le Libyen Mouammar Kadhafi. Tout porte à croire qu'il n'y a pas de héros sans crise. Est-ce que la jeunesse doit profiter de ces problèmes pour s'émanciper, M. Atiat? Oui, je pense que vous avez cité de très bons exemples. L'histoire de Tunisie, Ben Ali, c'est partie d'une révolution. C'est les jeunes qui sont au devant de cette révolution. Donc la force appartient à la jeunesse. Tout le monde est conscient que la force appartient à la jeunesse. Mais il faut que nous-mêmes jeunes, nous prenions conscience. C'est vrai, ils savent que la force nous appartient. Voilà pourquoi ils créent des mécanismes, par exemple la charte africaine de la jeunesse,
pour nous obéir, comme quoi bon, les jeunes ont le droit de prendre part à la gestion de la cité, mais le transfert réel n'est pas possible dans leur tête. Vous allez voir, dans tous les pays, vous allez voir, même chez moi au Togo, je prends l'exemple, le ministre de la Jeunesse, des Sports par exemple, il n'est plus un jeune en fait. Quand vous voyez son âge, il n'est plus dans la tranche définie par l'Union africaine, qui est de 15 à 35. Voilà. Donc c'est des exemples concrets comme ça qui doivent nous réveiller, nous les jeunes. On doit prendre nos destins en main. On doit se former. Il faut avoir une formation de qualité qui va nous permettre, n'est-ce pas, d'arracher notre place dans la gestion de la chose publique. C'est ça. Parce que les jeunes sont toujours considérés comme un problème plutôt qu'une solution aux problèmes qui les entourent. On nous voit toujours comme des immatures, des incompétents, des gens qui n'ont pas un programme, alors qu'à côté, il y a des présidents qui ont 39 ans. Voilà. Il y a plein de Macron au Togo, il y a plein de Macron au Togo, il y a plein de Macron en Afrique, mais c'est une question de jusqu'au boutisme et d'engagement en fait. Des Macron en herbe. Oui, des Macron en herbe. Madame, est-ce qu'il faut vraiment une crise pour que les choses changent en Afrique? Oui, moi je pense que ce qui nous manque en Afrique, c'est que nous aimons copier, on n'aime pas vraiment prendre en compte les réalités. Voyez-vous, quand on prend le cas de l'Égypte par exemple, c'est parti le printemps arabe et autres. Mais le président qui est là, quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il leur a dit? Il me faut 20 ans, vous devez supporter 20 ans de dictature pour que je relève ce pays. Finalement, la lutte a été pourquoi? Ça dit qu'à un moment donné, il faut se poser la question, quelle lutte on mène? Parce que justement, des fois, nos leaders politiques, ça dit vous menez un combat dont vous-même, vous ne maîtrisez pas, en fait, les résultats de ce combat. Vous pensez que vous vous battez pour que la jeunesse ait sa place, pour que vous puissiez aussi émerger, pour qu'il y ait des jeunes à la tête. Mais en réalité, le calendrier de ceux-là qui vous amènent là-bas est complètement différent. Nous allons marquer une pause et revenir juste après le journal sur votre chaîne. Merci.